savez, nous présente les travaux qu'il mène au travers d'une plateforme de séquençage des micro-organismes sur les génomes des micro-organismes et comment on peut utiliser ces génomes dans les différents champs qui nous intéressent en microbiologie clinique, y compris pour classer, je dirais, pour se repérer dans le monde des microbes. Et c'est une activité extrêmement importante. Si on n'a pas de point de repère pour identifier nos microbes, on n'arrive pas à les identifier. Si on ne sait pas bien identifier les microbes, on a du mal à comprendre après les maladies en réalité que ces microbes posent. Et donc, y compris cette activité de, ce qu'on appelle la taxonomie, c'est une activité, je dirais, de repérage, de mettre en place des repères dans le plan ou dans le volume, à travers les génomes, est un point extrêmement important. On le remercie d'avoir pris sur son temps pour nous présenter ce séminaire aujourd'hui. Merci Michel, comme tu as tout dit, au revoir. Non, allez, on va commencer. Donc, je vais vous montrer simplement quelles sont les applications que nous avons pu mettre en place à partir des séquences génomiques et pour commencer, un bref historique de la génomique bactérienne qui, vous le savez, a commencé en 1995 avec le séquençage la même année de 2 génomes, celui d'Haemophilus influenzae et celui de Mycoplasma genitalium. À l'époque, il fallait plus d'1 an pour séquencer un génome, et c'était des génomes de petite taille. Plus d'1 an et un effort financier et en temps de travail très important. Et puis, vous le voyez, pendant quelques années, et ça, c'était en fait technique Sanger, le séquençage initial classique. Pendant quelques années, pendant presque une dizaine d'années, on en est resté à un nombre de génomes séquencés faible parce que les techniques étaient encore difficiles à mettre en place. Peu de laboratoires étaient équipés pour faire cela. Et donc, vous le voyez quand même, dès 1998-99, notre laboratoire a été impliqué dans le séquençage des génomes. Donc, on était un des premiers laboratoires à faire du séquençage bactérien avec le séquençage de Rickettsia connori. Il a fallu attendre 2003, donc vous voyez 9 ans, pour que le 100e génome bactérien soit séquencé. Puis il y a une date importante, c'est 2005. 2005, c'est l'implantation, le développement par Roche, en fait Roche et la boîte qui s'appelait 454, des séquenceurs à haut débit par pyroséquençage. Et là, tout change. Tout change en termes de débit, tout change en termes d'équipement des laboratoires et tout change en termes d'intérêt qu'on pouvait avoir pour les séquences génomiques, puisque à partir de là, de nombreux laboratoires et de nombreuses équipes vont s'intéresser au séquençage. Et vous le voyez, la courbe des séquences génomiques va exploser avec, on est actuellement à plus de 38 000 génomes bactériens séquencés. Hein, vous le voyez, donc il a fallu attendre 9 ans pour avoir le 100e génome séquencé, un peu moins pour arriver au 1000e, et puis là, les chiffres ont complètement explosé avec l'année dernière le 1000e génome d'Escherichia coli. Hein, vous le voyez qu'on a dépassé très largement les estimations au départ. Alors, en termes d'outils de séquençage, eh bien, vous voyez les différentes plateformes dont nous avons été équipés, mais comme on a suivi très précisément la technologie, l'évolution de la technologie, en fait, c'est l'évolution du séquenceur tel qu'elle a été depuis 1992, avec les premiers séquenceurs qu'on avait dans le laboratoire, qui étaient des séquenceurs à plaques, qui étaient certes un progrès considérable, mais très difficile et très lourd à manier. 1998, les premiers séquenceurs à capillaires. On a toujours dans le laboratoire des séquenceurs à capillaires qui, au quotidien, nous permettent de séquencer les produits de PCR 16S pour la bactériologie de routine. Et puis en 2005, je vous l'ai dit, l'implantation des premiers séquenceurs à haut débit, hein, les GS Flex. Donc nous, on a eu l'un des premiers, je crois le premier en France, GSV, ce qui était l'un des tout premiers en Europe. Et puis donc ensuite, ces séquenceurs ont évolué en technologie, en capacité, avec en particulier le solide, qui était une machine qu'on a aussi dans le laboratoire, qui était capable de produire des quantités de séquences absolument énormes, mais qui étaient des séquences de toute petite taille, de 50 paires de bases, et qui en plus avaient un format qui était peu maniable. Donc ça a été un peu compliqué de mélanger ces données avec les séquences avec les produits des autres séquenceurs. Et puis donc à partir de 2012, les séquenceurs de petite taille, mais qui produisent énormément de séquences, on appelait ça les séquenceurs personnels, le Ion Torrent, le GS Junior et le MySeq, qui est un peu à l'interface entre les séquenceurs de petite taille et puis les gros séquenceurs. Et on en est à 2013-2014 au séquençage à l'unité. On a un single cell sequencers et en particulier avec le million, Oxford Nanopore, qui, sous la forme d'une clé USB, en quelque sorte, nous propose un séquençage intégré d'un produit d'amplification et donc d'un génome.
Alors, bien sûr, le rendement est extraordinaire, la quantité d'informations produites est phénoménale, mais il y a un gros défaut, c'est que pour l'instant on bute toujours sur la capacité d'analyse de ces incroyables nombres de données. Alors, pour vous convaincre, pour essayer de vous convaincre que les séquences génomiques sont extrêmement utilisées, extrêmement étudiées, voilà deux exemples de papiers qui sont sortis cette année, en 2014. Et vous le voyez, dans un des articles sur pneumocoque, ils ont publié en une fois 3000 séquences de pneumocoque, séquences génomiques complètes, et dans un papier sur Streptoa, 3600. Donc on n'en est plus au séquençage d'un génome comme c'était au départ, là c'est vraiment du très très haut débit. Bien sûr, les questions auxquelles s'intéressent ces gens-là ne sont plus les mêmes questions non plus, là on est sur la dynamique de population, et pas comme on était au départ de la description globale. Alors, ça ce sont les quelques gros centres de séquençage qui actuellement font le plus de séquences génomiques. Et vous le voyez qu'en fait, 3 centres de séquençage, le Broad Institute, le DOE et l'Institut for Genome Science, produisent à eux seuls à peu près 80% de toutes les séquences génomiques qui sortent. Donc c'est du séquençage à très très haut débit. Ce qui a permis le séquençage génomique, l'ère génomique, ça a permis de dévoiler une biodiversité parmi les bactéries qui était totalement insoupçonnée. On sait aujourd'hui que le monde bactérien va de toutes petites bactéries, comme celle-là, qui n'est même pas cultivée pour l'instant, qui s'appelle Candidatus tremblaya princeps, qui a un génome ridicule pour une bactérie, qui est 0,14 mégabase, et ça va jusqu'à des monstres comme Solangium cellulosum, dont l'une des souches, elle tourne entre 12 à partir de 12 mégabases. Le plus gros génome de Solangium est de 15 mégabases. Ça a permis aussi de montrer qu'au sein des espèces, il pouvait y avoir une variabilité considérable et qu'en tout cas, la biodiversité au sein des espèces bactériennes variait d'une espèce à l'autre. C'est par exemple le cas de Bacillus anthracis, pour lequel 4 génomes suffisent à définir la totalité du pangénome. Qu'est-ce que c'est le pangénome? Le pangénome, c'est l'intégralité de l'information génétique d'une espèce bactérienne qui comporte le corps génome, qui est présent chez toutes les souches, et le génome accessoire, qui va varier en fonction des souches. Et bien, ce pangénome, pour Bacillus anthracis, est complété avec 4 séquences de génome. Ça suffit. Et vous avez toute l'information de cette espèce. Inversement, vous prenez Streptococcus agalaxio, Streptococcus du groupe B, et bien chaque génome apporte 33 nouveaux gènes. Donc là, on progresse au fur et à mesure. Et pour Escherichia coli, c'est bien pire, puisque chaque nouveau génome, pendant un temps en tout cas, a apporté 400 nouveaux gènes. Et on oppose les pangénomes fermés, il suffit de très très peu de génomes pour avoir la totalité de l'information, au pangénome ouvert, où il faut au contraire énormément de génomes. Ça, bien sûr, ça a une incidence sur les applications cliniques, notamment en termes de diagnostic, de développement de vaccins ou de taxonomie. Donc, ce qu'a montré aussi la génomique, c'est qu'on a redéfini les limites de la vie, notamment les barrières de la vie, qu'on imaginait au départ assez simples. Il y avait en haut les petits virus qui étaient les tout petits, qui avaient tout petits génomes. Au milieu, les bactéries, qui étaient un peu plus compliquées, mais qui avaient des génomes d'une taille modérée. Et puis au-dessus, les eucaryotes. Et on sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Les plus gros des virus ont des séquences qui sont bien plus grosses que les plus petits des eucaryotes. Et si on prend les prokaryotes, eh bien, ils se retrouvent entre les deux avec des tout petits prokaryotes, bien plus petits que les plus gros des virus, et des très grosses bactéries qui ont des génomes bien plus gros que les plus petits des eucaryotes. Les applications de la génomique, elles sont multiples. On va les détailler. On les avait tenté avec Michel de les résumer dans une revue qu'on a publiée récemment sous cette forme-là. Vous allez voir, on va les détailler. Et en tout cas, nous avons décidé, nous avons fait le choix dans le laboratoire d'utiliser la génomique en routine. En tout cas, d'intégrer la génomique en routine. Et vous le voyez, c'est un peu le fonctionnement de notre laboratoire avec des techniques, je dirais, classiques de microbiologie, la culture, la caractérisation phénotypique des bactéries, dont l'antibiogramme, la détection moléculaire, et puis la génomique qui vient juste après, quand on est face à une bactérie inhabituelle, une souche inhabituelle, et bien on embraye sur le séquençage génomique. Donc à partir de séquences génomiques, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? On peut faire de la détection, mettre au point des outils de détection et d'identification, à la fois en identifiant des signatures spécifiques d'espèces, de souches, de genres, des prédictions, on peut prédire des profils de restriction et on peut également
mettre au point des microarrêts. On peut également faire la prédiction de phénotype avec la mise au point de milieux de culture, on y reviendra. La prédiction de résistance aux antibiotiques, même si basée simplement sur les séquences, c'est pas toujours facile de prévoir une résistance aux antibiotiques, de la prédiction de virulence, et également de la mise au point de vaccins ou de tests sérologiques avec de l'identification in silico des épitopes antigéniques, des développements d'anticorps monoclonaux ou de vaccins. Pendant très longtemps, on s'est posé la question, en tout cas au départ, on faisait des séquences complètes. C'est-à-dire les séquences, ça prenait aussi beaucoup de temps, c'est pour ça que les séquences, on en sortait peu. On produisait des génomes parfaits où il ne manquait pas un nucléotide. Tout était vérifié. Est-ce que finalement on a besoin d'avoir des séquences génomiques, ce qui coûte extrêmement cher en finishing et en temps, de faire des séquences parfaites? Eh bien, maintenant on sait que non. Il y a énormément d'études qui ont montré que ce qu'on arrive à produire sans faire de finishing suffit en tout cas aux applications dont on a besoin pour les génomes. Et si vous regardez simplement cette courbe, c'est l'évolution comparée des séquences génomiques complètes et des séquences génomiques incomplètes qui sont maintenant mises à disposition dans les bases de données. Vous voyez que les draft génomes, donc les séquences incomplètes, quand je dis incomplètes, elles sont complètes à 95%. Il manque très très peu de choses entre les contiguës. Mais toutefois, elles sont incomplètes pour cela. Et bien vous voyez que quand même les draft génomes ont très très largement dépassé les séquences complètes. Alors, on va commencer par l'identification moléculaire et la détection avec deux objectifs. Le premier objectif, ça peut être de détecter, d'identifier. Ce qui a permis la comparaison génomique, c'est de passer, ce qu'on faisait avant, d'un choix empirique des séquences, où on se disait, ben, on va utiliser la RN16S, la RN23S, le RPOB, et puis on voit bien ce qui se passe, à un choix rationnel, puisqu'on va pouvoir maintenant choisir des fragments en fonction du degré de spécificité dont on a besoin, que ce soit spécifique de genre, spécifique de souche, spécifique d'espèce. On va pouvoir sélectionner les fragments de séquences les plus variables, au contraire les plus conservés en fonction de l'objectif, ou aller chercher par exemple des fragments répétés. Le développement d'outils de détection, alors l'objectif peut être variable. Si votre objectif c'est de détecter tout micro-organisme, en tout cas toute bactérie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher une séquence qui est présente chez toutes les bactéries. On appelle ça les core genes, bacterial core genes, ou gènes universels, et Eugène Pouline en avait répertorié 63, on sait maintenant qu'il y en a un peu moins, une cinquantaine, de gènes conservés chez à peu près toutes les bactéries, et vous voyez, vous retrouvez là-dedans bien sûr en particulier les protéines ribosomales. Si vous cherchez à l'inverse des séquences spécifiques de gènes, d'espèces ou de souches, eh bien, vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez aligner vos séquences et vous allez chercher ce qui manque, ce qui diffère entre les séquences. Et on peut faire cela avec des outils comme celui développé par Philippe Colson, qui s'appelle SVARAP, et qui vous montre très facilement par des couleurs et une courbe quelles sont les séquences qui sont conservées, dans lesquelles on pourra éventuellement sélectionner des amorces, ou les séquences au contraire variables qui permettront de différencier les différentes souches comparées. Alors, cibler des gènes spécifiques, ça a été fait, ça a été même efficace, puisque la comparaison par exemple de Mycobacterium avium et Mycobacterium avium tuberculosis, qui sont des sous-espèces de Mycobacterium avium relativement proches, a permis de montrer qu'il existait 21 gènes spécifiques de Mycobacterium avium paratuberculosis. Et donc on a permis comme ça d'identifier des séquences spécifiques d'une sous-espèce. Ça a été fait également par Bernard Lascola pour Francisella tularensis. Alors attention, quand vous choisissez des cibles, il faut se méfier, il y a des cibles qui ne sont pas bonnes, il y a des cibles qui sont risquées. Je vous donne l'exemple de Rickettsia felis. Rickettsia felis, c'est l'un des génomes qu'on a séquencé dans le laboratoire, et on s'est aperçu que cette bactérie, qui a un génome de 1,48 mégabase, avait un plasmide. Et ce plasmide était particulier dans le sens où il était polymorphe, ce qui était un peu inattendu au départ. D'ailleurs, on a eu, à cause de cette histoire, un peu des soucis avec une équipe qui contestait nos résultats. Ce plasmide polymorphe peut être d'une taille de 39 ou 62 kilobases. Et en plus, ce plasmide est variable à la fois d'une souche à l'autre, et pour une même souche, en fonction de son niveau de passage en culture.
C'est-à-dire que vous allez sous-cultiver cette bactérie une fois, deux fois, trois fois, elle va éventuellement perdre le plasmide. Donc si vous décidez d'utiliser ce plasmide comme cible de PCR, c'est pas sûr que vous ayez un résultat positif à la fin. Donc il faut faire attention quand on cherche à mettre au point des amorces, même très spécifiques, de la cible. Objectif numéro 3, c'est augmenter la sensibilité de la PCR, de la détection. Alors là, on peut partir sur plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est d'utiliser bien sûr la PCR en temps réel. Couplez le choix d'amorce spécifique à la PCR en temps réel, et là, en principe, vous avez une sensibilité bien plus importante que la PCR classique. Je vous donne l'exemple de l'étude qu'a fait Grégory dans le laboratoire, où il a, sur 2 ans, répertorié 33 000 échantillons de 18 000 patients, et il a comparé les 81 000 tests qui avaient été faits, PCR classique versus PCR en temps réel, et il a montré que près de 50% des diagnostics n'étaient obtenus que par la PCR en temps réel. Donc vous voyez que le simple fait de changer de technique pour la PCR en temps réel a augmenté de façon très très significative la sensibilité, puisque la PCR classique 16S n'a une sensibilité que finalement de 32,7%. Deuxième possibilité, c'est de coupler la PCR à la spectrométrie de masse. C'est ce que propose la société Abbott avec son Plex ID, où en fait on amplifie certains fragments d'ADN, et ces ces produits de PCR, eh bien, ne sont pas identifiés par séquençage, mais par spectrométrie de masse, comparée à une base de données. C'est bien, c'est rapide, c'est pas cher. Le défaut, c'est bien entendu la richesse de la base de données, puisque si le produit de PCR n'existe pas dans la base de données, eh bien, il ne sera pas identifié de façon correcte. La troisième façon d'augmenter la sensibilité, c'est de faire de la nested PCR. Alors la PCR nichée, vous savez ce que c'est de faire une première amplification, et puis une deuxième amplification du premier produit de PCR par un jeu d'amorce interne. Ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus sensible que la PCR classique. Le défaut que ça a, c'est que c'est une technique qui souffre de faux positifs. Parce qu'on va générer tellement de produits de PCR qu'on risque d'avoir des amplicons volatiles qui vont éventuellement contaminer les réactions suivantes. D'où l'idée de la PCR suicide. Cette PCR suicide, vous allez choisir des amorces donc 2 jeux d'amorces dans des zones conservées qui vont de préférence encadrer une zone variable. C'est d'utiliser le fragment ciblé qu'une seule fois, avec des amorces à usage unique aussi, sans témoins positifs, mais avec beaucoup de témoins négatifs. Bien sûr, c'est risqué, parce que si vous ne mettez pas de témoins positifs, vous ne savez pas à la fin s'il n'y a que des négatifs, si la réaction a marché tout court. Mais en revanche, s'il y a des positifs, là, vous avez un bon degré de certitude que vos résultats sont vrais. Alors, ça a été réalisé pour la première fois par Michel Rancourt sur la peste. Et donc, Michel avait montré donc, la responsabilité d'Yersinia pestis comme agent de la peste médiévale sur des échantillons donc, dans le cadre de projets de paléomicrobiologie. Et ça peut être utilisé, bien entendu, sur tout type d'échantillons. On l'a ensuite utilisé sur des liquides chauds. Autre façon de faire, au lieu de faire une PCR nichée, c'est d'aller cibler des fragments de PCR, des fragments d'ADN, présents en multicopie. Ça, c'est une autre technique qui a été faite dans le laboratoire, basée au départ sur l'étude de Trophaeum aureupleyi et Coxiella burnetii. Parce qu'on s'est aperçu dans les génomes de ces 2 bactéries qu'il y avait, pour Trophaeum aureupleyi, un fragment présent en 7 copies identiques, et un fragment chez Coxiella présent en 20 copies, quasi identiques. Dans ces fragments, on était capable de déterminer des amorces, de mettre au point des amorces, qui amplifiaient un petit fragment de PCR. Et bien entendu, le nombre de copies étant supérieur, le nombre d'amplicons était également supérieur. On a montré que c'était beaucoup bien supérieur à la PCR standard, que c'était applicable à tout type de spécimen, et que ça a été ensuite développé pour d'autres bactéries, comme Brucella, le méningocoque ou Mycoplasma pneumoniae. Identification, développement d'outils d'identification, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bien entendu, vous allez, en fonction de ce que vous cherchez à identifier,
choisir une cible qui va varier du degré d'identification que vous recherchez, que ce soit une identification au niveau du genre, au niveau de l'espèce ou au niveau de la souche. On va passer au deuxième objectif, qui est le génotypage. Et là, donc voilà, en résumé, on va revoir les quelques outils dont on dispose actuellement basés sur les séquences génomiques pour génotyper les souches bactériennes, que ce soit des méthodes non basées sur les séquences ou des méthodes basées sur les séquences. Quand je dis non basées sur les séquences, je m'entends, c'est que la séquence cible est choisie dans le génome et qu'ensuite l'application de cette séquence ne fait plus appel aux séquences. Je pense en particulier à la prédiction in silico, donc de profil de restriction, et au choix d'enzymes de restriction pour la mise au point, par exemple, d'électrophorèse en champ pulsé ou de PCR-AFL. Donc on peut maintenant très facilement, dans un génome, prédire le profil de l'électrophorèse d'un génome entier ou de fragments de tel ou tel gène. On peut également détecter des tandem repeats dans un génome, et ensuite ça fait plus du tout appel à la génomique, puisqu'on va faire migrer ces produits d'amplification ou le génome entier sur un gel et obtenir des profils comme ça de migration qu'on va pouvoir comparer les enzymes. C'est très efficace, c'est utilisé pour une multitude de bactéries et c'est relativement peu cher. Une autre méthode de génotypage qui est basée sur simplement des PCR et pas de la séquence à proprement parler, c'est la pompe PCR. Alors, la pompe PCR, c'est un truc qui vient d'être décrit par l'équipe de Yang, qui est une équipe chinoise en 2013, et où ils ont étudié, ils ont voulu une méthode qui soit simple et pas chère et rapide, basée simplement sur PCR oui non. Donc ils ont étudié les séquences de génomiques de plusieurs souches de la Acinetobacter baumannii. Ils ont trouvé 6 gènes qui étaient présents ou pas de façon différentielle selon les souches. Et ils répondent en fait oui non. Gène 1 présent oui, c'est 1, gène 2 présent non, c'est 0. Et ils font comme ça avec un code binaire, une matrice. Et ils ont montré qu'avec ça, ils arrivaient très simplement à discriminer parmi les souches d'Acinetobacter baumannii. Donc c'est simple, mais bien entendu, vous imaginez bien que ce n'est pas applicable à toutes les espèces bactériennes. La détection de SNPs, ou Single Nucleotide Polymorphisms, c'est également une méthode de génotypage là extrêmement performante. Vous allez vous intéresser non pas à des macro-modifications, mais des mutations simplement au niveau nucléotidique. Ça, c'est très très efficace pour comparer deux souches. Ça peut effectivement faire l'objet d'une méthode qui ne passe pas par les séquences, qui passe simplement par la migration d'un produit d'amplification par exemple, et la comparaison de ces produits d'amplification. Et c'est très utilisé actuellement pour une multitude, vous voyez, de micro-organismes. Le défaut, c'est que parfois, y compris pour la même souche, d'un passage à l'autre, il peut y avoir des SNPs qui apparaissent et qui ne permettent plus de distinguer vraiment deux souches ensemble. Le développement de microarrays, autre moyen, alors là on passe à une échelle supérieure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des microarrays. Vous savez ce que c'est que le microarray? C'est sur une lame de verre, on va spotter un certain nombre de fragments d'ADN qui sont plus ou moins spécifiques de gènes ou de zones intergéniques. Et ensuite, on va hybrider cette puce avec de l'ADN d'une autre souche pour voir quels sont les fragments qui vont s'hybrider ou pas. C'est faisable maintenant avec des centaines de milliers de sondes, et y compris, donc on peut très très facilement sur une sonde mettre la totalité du génome en petits fragments. C'est très efficace, c'est très discriminant. Le défaut, c'est bien entendu, ça n'identifie que ce qui est présent sur la sonde. Si vous comparez une nouvelle souche, par exemple, à un microarray existant, et que cette nouvelle souche a des nouveaux gènes, eh bien vous ne les trouverez pas. Alors, à l'inverse, vous avez bien sûr les méthodes de génotypage basées sur le séquençage, avec, la plus simple, c'est le séquençage d'un gène. Ça marche, oui, pas souvent, mais ça marche. Ça a été montré pour Staphylocoque doré. Vous avez peut-être entendu parler du SPA typing de Staphylocoque doré, puisque dans les génomes de Staphylocoque doré, on a trouvé deux gènes qui sont variables suffisamment d'une souche à l'autre pour pouvoir génotyper, qui sont la protéine A et la coagulase. Et donc le séquençage simple de ces deux cibles
ou même d'une seule, puisque le SPA typing est souvent utilisé seul, permet d'être discriminant au niveau de la souche. Si on veut se baser non pas sur une seule cible, mais plusieurs, on peut passer au multi-locus sequence typing, avec, vous le voyez, une évolution très significative qui est liée à la facilité qu'on a maintenant de séquencer les génomes. Le MLST initial, c'était basé sur 7 gènes, qui étaient des gènes de ménage, très conservés. Et vous le voyez que ce MLST était bien entendu très supérieur en termes de discrimination par rapport au 16S, mais que grosso modo, on allait au niveau de l'espèce. On allait un peu plus, peut-être un peu plus loin, mais c'était pas encore très discriminant. On est passé assez rapidement à la totalité des gènes codant pour des protéines ribosomales, 53. C'est le RMLST. Et là, vous voyez, la discrimination augmente, on passe au niveau de la souche. Et maintenant, bien entendu, avec la multiplication des génomes disponibles, on passe à des MLST beaucoup plus importantes, avec plus de 500 gènes. Pour certaines études, maintenant, ils ont dépassé le millier de gènes. Et donc, on est là au niveau du clone, même plus au niveau de la souche, mais au niveau du clone, c'est-à-dire à partir d'une cellule. Nous, on a choisi une méthode qui était un peu différente. On est parti sur l'étude des spacers, avec deux hypothèses. On fait une hypothèse qui était que les séquences non codantes, donc intergéniques, étaient moins soumises à pression de sélection que les séquences codantes. On sait maintenant que ce n'est pas exactement vrai parce qu'il y a des séquences intergéniques qui sont soumises à pression de sélection aussi. Bon, à l'époque, on est parti sur cette hypothèse-là. Et également sur l'exemple du spacer intergénique 16S23S, qui est une séquence dont on savait qu'elle était extrêmement variable, à la fois en séquence, en longueur et en nombre d'années. Et donc, encore une fois, Michel a fait le proof of concept du multispacer typing, qui est Michel a donc étudié plusieurs souches de Yersinia pestis, basées sur 6 séquences intergéniques. Il a appliqué ça à 36 souches, il a identifié 19 génotypes, qui est extraordinaire. Et non seulement ça, mais en appliquant cette méthode à la pulpe dentaire de patients, de personnes mortes de la peste pendant les 2e et 3e pandémies de peste, eh bien, il a montré qu'en fait la souche orientalis était celle qui avait été associée avec toutes ces pandémies, et pas comme on le pensait, avec une seule des 3 pandémies. Bien sûr, comme on fait toujours dans le laboratoire, une fois qu'on a un outil qui marche, on l'essaye sur d'autres choses, et vous le voyez, on l'a essayé sur d'autres choses, donc Yersinia bien sûr, les Rickettsia, les Bartonella, Coxiella, etc. Et ça a été efficace à chaque fois. Et puis, on arrive à l'outil ultime. L'outil ultime, c'est celui qui est utilisé de plus en plus, c'est le séquençage en temps réel. Vous avez une question sur une épidémie, eh bien vous séquencez la souche immédiatement et vous allez la comparer aux bases de données existantes. C'est la méthode de stypage ultime. On peut maintenant séquencer un génome en quelques heures. Grosso modo, tout compris, il faut compter 24-48 heures pour un coût qui a nettement diminué. Je ne dirais pas que c'est vraiment 100 € dans notre laboratoire, mais il n'empêche que ça a quand même bien diminué. C'est compatible avec le temps du soin. La problématique de ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais pour l'instant, c'est tout de même pas adapté, en tout cas dans tous les laboratoires, à la routine. Voici quelques exemples de séquençage en temps réel pour l'analyse et l'étude d'épidémies. Vous le voyez, il y a une multitude d'épidémies qui en ont fait l'objet, sur salmonelle, sur les staph dorés, sur mycobactéries, sur Clostridium difficile, Escherichia coli, Francisella. Il y a énormément d'épidémies, Vibrio, mais dans la majorité de ces épidémies, en fait, les études ont été faites de façon rétrospective. Et pour l'instant, il y a très très peu d'études où le séquençage génomique a permis d'influencer l'évolution de l'épidémie. Et c'est ça un peu l'enjeu maintenant, hein, c'est du génotypage par séquençage génomique, c'est que ça permette d'influencer et d'arrêter, idéalement, une épidémie. Ensuite, on peut faire à partir des génomes de la prédiction phénotypique, avec la première des choses, donc l'optimisation ou la mise au point de milieux de culture. Le premier exemple qu'on ait dans le laboratoire, c'est une étude qui a été faite par Patricia Renesto. Et Patricia Renesto s'était intéressée au travers du génome de Tropherium whipleyi
à la mise au point éventuelle, à la recherche dans ce génome de problèmes métaboliques qui pourraient expliquer que cette bactérie ne pousse pas sur milieu de culture usuel. Parce que jusque-là, on n'était pas capable de la faire pousser en gélose, elle ne poussait que sur milieu cellulaire. Et Patricia a identifié dans ce génome eh bien, l'absence de plusieurs acides aminés, du métabolisme de plusieurs acides aminés essentiels. Et en fait, l'idée a été, et si finalement on rajoutait un milieu de culture standard, ces acides aminés manquent? Qu'est-ce qui se passe? Et en faisant ça, eh bien, Patricia a réussi à cultiver Trophæum aureolei pour la première fois en milieu axénique, c'est-à-dire en l'absence de cellules comme support de culture. Donc ça a été fait pour Trophæum, ça a bien marché, ça a été fait ensuite pour Coxiella burnetii aux États-Unis et puis des travaux dans le laboratoire. Et il y a d'autres travaux qui sont en cours pour Mycobacterium leprae et Rickettsia. Deuxièmement, ce qu'on peut faire également comme prédiction phénotypique, c'est la prédiction de résistance aux antibiotiques. Là aussi, un travail qui a été fait dans le laboratoire sur Trophæum aureolei. Jusqu'à il y a peu de temps, le traitement de référence de Trophæum aureolei, de MyGlucose, c'était le Bactrim. Vous savez que le Bactrim, c'est une association de deux molécules, le trimétoprime et le sulfaméthoxazole. Et donc, quand on utilise une combinaison d'antibiotiques, idéalement, on s'attend à ce que cette combinaison d'antibiotiques soit efficace sur la bactérie qu'on traite. Et quand on regarde dans le génome de Trophæum aureolei, on s'aperçoit, malheur, que l'une des deux parties du Bactrim eh bien, ne marche pas sur cette bactérie, puisqu'il n'y a pas la cible donc, du trimétoprime. Donc là, évidemment, traiter une bactérie, une maladie, avec une combinaison d'antibiotiques dont on sait déjà qu'une des deux parties ne fonctionne pas, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Deuxième problématique, c'est qu'on se disait, bon, il reste toujours la cible du sulfaméthoxazole. Oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre des patients avaient des souches qui devenaient résistantes et qu'effectivement, il y avait des mutations apparaissaient dans le génome, des mutations. Donc du sulfaméthoxazole, et là, le Bactrim était bien entendu là totalement inefficace. Donc ça a été une des premières choses qu'on a pu faire à partir des génomes sur la résistance aux antibiotiques. La deuxième chose, c'est qu'on a été face à une souche d'Acinetobacter baumannii extrêmement résistante, épidémique en France, qui s'appelait la souche AYE, qui est une souche qui a été épidémique à partir du nord de la France et puis ensuite s'est étendue à tous les CHU. Et en particulier, c'est une souche qui donnait des infections graves chez les patients en réanimation, avec, vous voyez, une mortalité de 26%. Et on a trouvé dans le génome de cette bactérie, au milieu d'un gène, qui était un gène absolument pas de virulence, on a trouvé un îlot on appelait ça un îlot de résistance, un îlot génomique, très gros, puisqu'il faisait 100 kb à peu près. Et cet îlot de résistance avait 100 gènes de résistance aux antibiotiques, 25 gènes pardon, de résistance aux antibiotiques, à peu près autant de gènes de résistance aux métaux lourds. Et puis on rajoutait à ça, on saupoudrait un peu tout ça d'intégrase, de transposase, et puis autre chose. Et quand on a regardé comment étaient organisés ces gènes, ce qui était là qui était intéressant, c'est qu'en fait ces gènes, ils étaient organisés en transposons, ils étaient organisés en intégrons, et quand on a regardé l'origine phylogénétique de ces gènes, en fait on s'est aperçu qu'ils étaient transférés en blocs, des grands blocs qui étaient intégrés directement dans cette zone de fragilité du génome d'Acinetobacter baumannii. Et vous voyez, là on a par exemple un îlot de résistance au mercure, ici, un îlot de résistance au mercure qui était un transposon, et ça venait en partie de Pseudomonas, ça venait en partie de Salmonella. Hein, c'était des paquets entiers de gènes qui étaient transférés comme ça, ou des Escherichia coli. Autre application de la génomique, ça a été la prédiction de phénotype de virulence. Alors là aussi, c'est pas facile de prédire la virulence parce qu'on ne sait pas réellement ce que c'est que la virulence. On ne sait pas définir très précisément ce que c'est que la virulence. Donc, aller chercher la virulence dans une bactérie quand on ne sait pas ce que c'est pas extrêmement simple. Ce qu'on sait faire, c'est plusieurs choses. Chercher des homologies de gènes de virulence connus, et en particulier les toxines. Ça, on sait que les toxines, ça donne un phénotype de virulence particulier. Donc, par homologie, on sait aller chercher des toxines dans les génomes. On sait faire de l'identification de ce qui est acquis par transfert latéral. Et là aussi, on sait que dans ce qui est acquis par transfert latéral, il peut y avoir des gènes conférant une certaine virulence. On appelle ça les îlots de pathogénicité. Et puis aussi, ce qu'on sait faire, c'est comparer les génomes de souches virulentes et de souches non virulentes. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, et en particulier, vous savez qu'il y a eu une très grosse épidémie à Haïti de choléra, et en comparant des souches
donc de Vibrio, comme cela. Cette souche épidémique virulente à d'autres souches moins virulentes, on s'est aperçu que la virulence était liée essentiellement à l'entérotoxine B. Et puis des fois, en cherchant des explications à la virulence, on tombe sur des explications auxquelles, des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Ça a été le cas pour Rickettsia. On a comparé les génomes des Rickettsia avec déjà un a priori qui était que Rickettsia prowazekii, qui est l'agent du typhus épidémique, avait un très très petit génome par rapport à d'autres souches qui étaient de virulence un peu moindre et qui avaient un génome un peu plus gros. Et on s'est dit quand même, bon, ça fait rien, on compare les génomes, Rickettsia prowazekii, même s'il est plus petit, il doit avoir quelque chose en plus. Et bien Rickettsia prowazekii, quand on a comparé son génome à celui des autres, il n'avait rien en plus, il n'avait qu'en moins. Et donc on a abouti à la conclusion que chez Rickettsia, la perte de gènes, et éventuellement la perte de gènes de régulation, aboutit à une virulence accrue de ces bactéries. On s'est aperçu depuis que ce n'est pas le seul genre bactérien dans lequel ça marche comme cela, les mycobactéries également. Et puis, ce qui a été décrit plus récemment, c'est qu'il y a des gènes de non-virulence. On s'est aperçu que dans certains génomes, la présence de gènes qui ne sont pas associés à la virulence, eh bien, était associée à un phénotype plutôt non virulent, alors que l'absence de ces gènes, eh bien, était associée à un phénotype plus virulent. Donc on a la notion maintenant de gènes de non-virulence, et donc la virulence pourrait être liée plutôt à un répertoire de virulence qui comporterait à la fois peut-être des gènes de virulence, mais aussi des gènes de non-virulence, plutôt que simplement à l'acquisition d'un gène de virulence. Développement de cette sérologie, je vais aller assez vite. Une étude du laboratoire a été faite dans le sens protéomique vers génomique sur l'identification de bactéries, de gènes, de protéines candidates à le développement d'une sérologie, avec l'identification de ces produits protéiques, enfin du gène associé à ces produits protéiques dans le génome. Ça a été fait pour Trophilma wickleyi dans le laboratoire. Et à l'inverse, en partant du génome vers le protéome, Gilbert Bob à Lausanne a identifié 18 antigènes potentiels donc chez ces parachlamydia et après une vérification in vitro a développé un test ELISA pour les infections causées par ces bactéries. Donc le mise au point de vaccin, on a appelé ça la vaccinologie réverse, puisqu'on part du génome et qu'on va aller chercher à développer un vaccin. Bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit d'aller identifier dans le génome les épitopes antigéniques les plus propices à la création d'un vaccin. Ça a été proposé pour le méningo B avec 350 antigènes potentiels. Ça a été proposé pour d'autres bactéries que vous voyez ici, et des études sont toujours en cours sur ces projets de vaccinologie réverse. Alors, les autres applications, très très vite, bien entendu, c'est la mise au point de nouveaux antibiotiques. Vous savez, pour ceux qui font le traitement antibiotique, on n'a plus de nouveaux antibiotiques depuis plusieurs années. Et on imagine que les séquences génomiques pourraient être une clé à la mise au point de nouveaux antibiotiques. Comment? En identification des cibles potentielles, notamment des facteurs de virulence, des systèmes de sécrétion de type 3, des pili. Et donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours actuellement sur le développement de nouveaux antibiotiques à partir de ces cibles moléculaires potentielles, sachant que ce ne sont pour l'instant que des projets. Il n'y a rien qui soit. Et la taxonomie dans tout ça. Donc la taxonomie, qu'est-ce que c'est? C'est le classement des espèces vivantes les unes par rapport aux autres. Ça vient du grec, vous voyez, arrangement, et donc méthode de classement. Alors, c'est ceux qui font de la taxonomie et taxonomie, il faudrait que ce soit une science. En fait, c'est tout sauf une science, parce que chacun il va de la sienne, et c'est surtout une matière d'opinion à la fin. Donc c'est simplement une façon de classer les êtres vivants les uns par rapport aux autres. Le premier grand taxonomiste moderne, ça a été Linnaeus, et ensuite Cohn, qui a permis, en s'intéressant plus aux bactéries, de les classer en genre et en espèces. Alors nous, on s'est intéressé à la taxonomie, non pas parce qu'on n'a pas découvert, on a depuis très longtemps décrit des nouvelles espèces bactériennes, mais on s'y est réintéressé récemment à cause de cette étude de culturomique qui a été réalisée par Jean-Christophe Lagier, entre autres,
et qui est une étude basée sur la diversification des conditions de culture. Diversification des conditions de culture, vous voyez 212 conditions de culture, 32 500 colonies, c'est une étude massive, et identification de 340 espèces. Et dans cette simple première étude, Jean-Christophe avait identifié 31 nouvelles espèces bactériennes avec 6 nouveaux genres, et dont certaines avaient été isolées pour la première fois du tube digestif. L'intérêt de cette culture, de cette méthode de culture, c'est qu'elle permettait la culture de bactéries fastidieuses qui n'avaient jamais été cultivées en conditions usuelles, et que ça permettait, y compris, d'éliminer les populations dominantes qui parfois gênaient. La bonne surprise que cette étude a apportée, c'est que les résultats de la culturomique et les résultats des études métagénomiques ne se recouvrent pas totalement. Et qu'on s'aperçoit que la métagénomique, malgré sa puissance, n'identifie pas tout. Et que la culturomique avait, vous le voyez, identifié un certain nombre d'espèces que la métagénomique n'était pas arrivée à identifier. Alors la taxonomie, si on regarde depuis le 19e siècle, elle a énormément évolué. Au 19e siècle, la taxonomie, c'était la morphologie, c'était ce qu'on était capable de voir. Les caractères culturaux, la morphologie et le potentiel pathogène. Dans les années 1900-1950, on a rajouté à ça la physiologie et certaines propriétés biochimiques. Dans les années 60-80, on a rajouté la chémotaxonomie et l'hybridation ADN-ADN. En 1980, début des années 80, on a rajouté le séquençage de l'ARN16S. Je dirais tout à l'heure que l'ARN16S a eu un impact considérable sur la microbiologie moderne. Et puis, plus récemment, on a rajouté le séquençage génomique. Actuellement, la taxonomie microbienne est basée sur une stratégie polyphasique, c'est-à-dire qu'on va combiner un certain nombre de caractères phénotypiques et génotypiques, en particulier de l'hybridation ADN-ADN, les différences en G+C% et le séquençage de l'ARN16S. L'hybridation ADN-ADN, vous savez comment ça marche. Quand on veut comparer deux souches, on extrait leur ADN, et puis on va ouvrir cette double molécule d'ADN de chaque côté en les chauffant, et ensuite on va les hybrider l'une à l'autre, et on va regarder sur quel pourcentage des molécules, de la molécule d'ADN, cette hybridation se fait. Avec un cut-off, qui est un cut-off dit gold standard, de moins de 70% entre deux souches, classes et deux souches, dans deux espèces différentes. C'est une méthode qui est toujours actuellement considérée comme une méthode de référence, mais c'est une méthode qui souffre d'énormément de défauts, et en particulier ce cut-off de 70%, il est loin d'être applicable à tous les genres bactériens, ça ne fonctionne pas. Si vous prenez simplement les Rickettsia, sur lesquels nous travaillons depuis très nombreuses années, si vous appliquez le 70%, toutes les Rickettsia quasiment sont une seule espèce. Donc bien entendu, ça ne fonctionne pas. C'est une technique qui en plus est limitée à peu de laboratoire, qui est chère, qui demande beaucoup de travail, et qui, comble de tout, est pas reproductive. Et en plus, bien entendu, il n'y a pas de database de référence. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts. À côté de ça, vous avez la RN16S. La RN16S, vous savez, c'est un gène extrêmement conservé, qui est fait de 9 domaines hyper variables, interspacés de fragments conservés. Et cette RN16S a eu un impact considérable sur la microbiologie moderne. Si on regarde au début des années 80, il y avait 2000 espèces bactériennes connues. Aujourd'hui, on dépasse les 12 000. Et une grande partie de ce progrès a été permis justement par les séquences d'ARN16S qui ont permis de différencier des souches bactériennes dont on pensait au départ qu'elles étaient classées dans les mêmes espèces. Alors, comment est-ce qu'on utilise l'ARN16S? On va simplement comparer la séquence d'ARN16S d'une souche aux bases de données, aux séquences présentes dans les bases de données, avec deux cut-offs. 95% d'identité, qui va classer deux souches dans deux genres différents ou pas. Moins de 95%, les deux souches appartiennent à des genres distincts. Et puis ensuite, un deuxième cut-off qui a été 97%, mais qui actuellement est à 98,7%, qui fait que si deux souches ont supérieur ou égal à 98,7% d'identité, on va les classer dans la même espèce. En pratique, personne n'est d'accord.
Il y en a qui ont proposé 98,2, d'autres 98,65, plutôt 90,7, ça c'est quand même extrêmement précis. Et en fait, personne n'est d'accord et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'hypothèse que l'évolution du CESS est la même dans toutes les espèces bactériennes. C'est pas sûr ça, on n'en sait rien. C'est basé aussi, et donc on s'est aperçu que le pouvoir discriminatoire du CESS était insuffisant au niveau des espèces, et en particulier pour les espèces qui sont proches. Par exemple, si vous regardez pneumocoque et mitis, Streptococcus pneumoniae et mitis, qui sont deux bactéries qui ont des pathogénicités extrêmement différentes, eh bien, le CESS est différent de 3 paires de bases. Donc si vous faites simplement du CESS, vous allez les placer dans la même espèce, alors qu'elles sont proches certes, mais elles sont différentes. A l'inverse, vous aurez des espèces dans lesquelles les différences entre le CESS sont considérables. Si vous prenez Pantoea agglomérans, eh bien plusieurs souches peuvent différer de 27 paires de bases. Et là donc, bien sûr, ce cutoff explose. Et donc si vous utilisez simplement ça, eh bien Pantoea agglomérans est divisé dans plusieurs espèces. Si vous regardez Clostridium tetani, c'est bien pur, parce qu'il y a 104, entre tétanie et inoculum, 104 paires de bases, ce qui fait qu'on pourrait les classer dans des genres différents. Donc ça ne s'applique pas. Alors, dans le laboratoire, Morgane, ici présente, elle est là, je la dénonce, a cherché à savoir, puisque c'est des données qui n'existaient pas, a cherché à savoir de façon systématique parmi les bactéries associées à l'homme, quelle était la valeur de ces cutoffs 98,7% et 95% quand on regarde les espèces bactériennes associées à l'homme. Elle a étudié 4289 espèces bactériennes associées à l'homme, vous voyez, de 158 genres, et elle a fait systématiquement, patiemment, des comparaisons 2 à 2 de ces pourcentages de similarité, et elle a abouti, vous le voyez, entre espèces, entre 68,7 et 100%. Donc on n'est plus dans le 95 et 98,7%, hein. On a dépassé très largement des deux côtés. Et elle s'est aperçue que donc 57% des espèces ne respectaient pas le cutoff de 98,7%. Et là je vous parle que d'espèces officiellement validées. Hein, c'est des espèces qui sont déterminées, taxonomiquement prouvées. Et 60% des genres, eh bien là aussi, ne respectent pas le cutoff de 95%. Donc ça ne marche pas. Donc c'est pas possible. Enfin, si ça vous intéresse, il y a une base de données qui s'appelle CESS sur Self, qui est disponible sur le site de l'IHU. Donc, s'ajoute à ça le fait que, vous savez maintenant, de nombreuses bactéries ont plusieurs copies d'ARN CESS, et que parmi ces copies d'ARN CESS, certaines varient au sein même d'un même génome. Si vous regardez simplement Borrelia afzeli, eh bien, il y a une copie d'ADN d'ARN CESS qui varie de 20% par rapport aux autres copies d'ARN CESS. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur même du génome, il y a 2 espèces. C'est totalement impossible. Bien entendu, on sait aussi qu'il y a une possibilité que certaines copies d'ARN CESS aient pu être acquises par transfert latéral de gènes, ce qui pourrait aussi expliquer les variations. Et puis aussi qu'il manque énormément de séquences d'ARN CESS, de souches de référence, et il y a un travail en cours pour justement combler ces manques. Le GC%, c'est la même chose. Le GC% souffre d'énormément de défauts et il y a en particulier un défaut majeur qui est que le GC varie à l'intérieur du génome, en particulier à cause du transfert latéral de gènes, et puis qui n'est pas applicable à tous les gens. Si je prends ne serait-ce que l'exemple des rickettsi, eh bien, si on utilise le cutoff de 5%, eh bien, on a toutes les espèces de rickettsi qui appartiennent à une seule espèce à nouveau. Alors, utiliser les génomes en taxonomie, oui, parce que le génome c'est toute l'information génétique d'une souche, ça a été montré comme étant l'outil de génotypage ultime. Ça produit des données reproductibles et fiables qui sont en plus disponibles dans des bases de données publiques. Et plusieurs approches ont été utilisées. La première des approches, c'est présence-absence de gènes. Ça, c'est simple, mais ça ne marche pas très bien. Deuxième approche, c'était l'ordre des gènes dans le chromosome. Là aussi, c'est pas mal, mais ça ne fonctionne pas. La comparaison de présence-absence, simplement des gènes orthologues. Là aussi, c'était pas mal, c'était un progrès, mais encore, c'était pas très discriminant.
La présence d'indels ou de SNPs dans les gènes conservés, c'est bien, mais là encore, ça manque de discrimination selon les espèces. Et puis on arrive à un certain nombre de méthodes qui ont été proposées. Multilocus Sequence Analysis, MLSA, l'Average Nucleotide Identity, ANI, Maximum Unique Match Index, Tetranucleotide Regression ou Genome-to-Genome Comparison. Ça, ce sont des outils, des méthodes qui ont été proposées récemment et qui sont en vigueur actuellement avec, je vais peut-être pas détailler toutes les méthodes. Le MLSA, c'est basé sur le MLST. C'est basé sur l'analyse de plusieurs fragments de gènes dans le génome et simplement montrer que ça avait été supérieur en termes de discrimination par rapport au CSS, notamment pour codial. Le défaut du MLSA, c'est qu'il est moins discriminatoire que le séquençage génomique complet, bien entendu, et notamment pour les espèces proches. Ça, c'est une méthode qui est extrêmement utilisée. C'est un index très utilisé, l'Average Nucleotide Identity. Le principe de ce truc-là, c'est de calculer l'identité de séquence nucléotidique au niveau du génome entier. Alors, comment est-ce qu'ils font? Ils partent sur un génome qui est coupé en fragments de 1000 paires de bases et ils vont regarder tout simplement au niveau nucléotidique quel est le pourcentage de similarité de tous ces fragments les uns par rapport aux autres quand on compare deux génomes. Et avec un cut-off qui est de 95,96% et qui correspondrait à une hybridation ADN-ADN de 70%. Retenez ça parce qu'en pratique, ça biaise tout. Ils ont décidé que finalement, l'hybridation ADN-ADN, malgré tous ses défauts, c'était l'outil de référence. Et tous les outils successifs, ultérieurs, ont été basés sur ce principe que l'hybridation ADN-ADN, c'était le gold standard et qu'il fallait que tout corresponde à ça, malgré les défauts prouvés de cette méthode. Et c'est ça qui ne fonctionne pas en fait. Donc l'ANI a été utilisé pour une multitude de bactéries, combiné avec un certain nombre d'autres critères comme l'analyse phylogénétique du corps génome. En fait, cette méthode, même si elle est très utilisée, vous allez voir, a quand même un défaut majeur. La deuxième, c'est le Maximum Unique Match Index, le MUMI, qui est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser des fragments de 1000 paires de bases, ils ont utilisé des fragments de 19 paires de bases. Vous allez savoir pourquoi 19 paires de bases, bon, peu importe. Ils ont utilisé donc une résolution un peu inférieure. Ils ont montré que ça avait une bonne résolution au niveau intraspécifique, et là encore, que c'était bien corrélé à l'hybridation ADN-ADN. Donc c'est un vrai défaut de ces méthodes. La tétranucléotide de régression, pareil, c'est une méthode, cette fois-ci, de calcul qui se rapproche un peu peut-être de ce que fait Hervé, et qui est en fait de calculer à l'intérieur d'un génome toutes les combinaisons possibles de 4 nucléotides. Et de voir la distribution dans toutes les combinaisons possibles de 4 nucléotides, donc des différentes séquences présentes dans le génome. Et donc avec ça, ils arrivent à faire des codes, des scores, et comparer. Et là aussi, c'est basé sur l'ID, et c'est basé donc sur l'hybridation ADN-ADN. Et pareil pour la Genome-to-Genome Comparison, qui est du BLAST, donc c'est un peu la même chose. Et puis nous, on est arrivé avec la taxonomie génomique. On a décidé que de baser tous les index sur l'hybridation ADN-ADN, qui était une méthode, qui n'était pas une bonne méthode, c'était pas raisonnable. On est parti sur une stratégie et une hypothèse de travail différente. Et notamment que la plupart des index existants sont basés sur l'hybridation ADN-ADN, et donc qu'un unique cutoff ne peut pas définir toutes les espèces bactériennes. C'est pas possible. Donc on s'est opposé à une approche globale qui était donc toutes les autres méthodes, à une approche locale qui est la nôtre, qui n'existe pas de cutoff universel, et que quand on veut comparer deux espèces bactériennes, il faut comparer à la fois le phénotype et le génotype avec les espèces actuellement validées les plus proches. Pour ça, on a mis au point un outil et
index qui s'appelle AGEOS, pour Average of Genomic Identity of Autologous Gene Sequence. C'est Roshan, que j'ai vu tout à l'heure, qui a mis en place, qui a inventé cette méthode, où en fait, on va déterminer les gènes orthologues entre deux génomes, on va, au niveau protéique, on va récupérer les gènes codant ces protéines, et on va faire un pourcentage de similarité moyen de ces séquences. On n'utilise pas de cutoff, et on va en fait comparer la valeur qu'on obtient entre deux génomes comparés aux valeurs qu'on va obtenir en comparant tous les génomes les plus proches. On ne se base pas sur une valeur hypothétique. Et bien entendu, on combine tout cela avec des critères phénotypiques. Alors, comment ça fonctionne? Vous partez d'un isolat bactérien. Première chose, on fait du Maltitov, parce que c'est ce qu'on fait dans le laboratoire pour identifier les bactéries. Si vous avez un score inférieur à 2 avec des espèces disponibles dans la database, on va considérer que c'est potentiellement une nouvelle espèce, donc on va faire du 16S. Le 16S, ça va nous donner une valeur de similarité avec des souches proches, et on va se baser quand même sur les cutoffs existants, mais on les modifie un petit peu. On va se dire que si l'identité de séquence est inférieure à 98,7 avec la souche la plus proche, et qu'en même temps, cette valeur est plus faible que la similarité la plus haute entre les espèces du genre, ben, éventuellement, c'est potentiellement une nouvelle espèce. À partir de là, on compare ces caractéristiques phénotypiques aux caractéristiques phénotypiques des bactéries les plus proches. On séquence le génome et on la note. On compare les caractéristiques génomiques avec les bactéries les plus proches dont les génomes sont disponibles. Parfois, quand il n'y en a pas, on séquence les génomes des bactéries les plus proches. On détermine les valeurs AGEOS, et si elles sont dans le range, dans la fourchette de celles observées entre les espèces les plus proches, et bien on va considérer que c'est potentiellement une nouvelle espèce. Donc dans ce cadre-là, on va déposer cette bactérie dans deux collections internationales, et on décrit la nouvelle espèce. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenez la souche PHR, qui était une souche du tube digestif. On a fait du Maltitov, elle avait un score inférieur à 2, très bien, on a fait son 16S. Elle avait un score 16S de 96% avec Brevibacillus brevis. Et quand on regarde dans le genre Brevibacillus, eh bien, les pourcentages de similarité de 16S ils sont entre 92,4 et 99,8. Donc à 96%, oui, on est dans le range de ce qui existe entre les espèces. Donc pourquoi pas? On a considéré que c'était potentiellement une nouvelle espèce. On a étudié ses caractères phénotypiques, microscopie électronique, gramme, spectre MADI, caractéristiques chimiques, etc. On a séquencé son génome, et puis on a obtenu une valeur d'AGEOS avec les autres espèces de Brevibacillus entre 67 et 71. Si on regarde cette même valeur d'AGEOS entre les autres espèces de Brevibacillus sans intégrer celle-là, on est entre 67 et 79, donc nos valeurs s'intègrent là aussi parfaitement au milieu, et donc on peut considérer effectivement que c'est une espèce nouvelle. Donc on l'a déposée dans la DSM et dans notre collection, et on a décrit Brevibacillus naciliensis. À ce jour, grâce à cette taxonomie génomique, on a décrit 63 nouvelles espèces bactériennes depuis 2012, et notre méthode a été validée officiellement, approuvée officiellement, puisque sur la ligne de validation de l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, en 2014, eh bien, 6 de nos espèces ont officiellement été validées, basées sur cette méthode. Alors, incorporer la génomique dans la taxonomie bactérienne, est-ce qu'on peut le faire? Oui, le génome a la potentialité d'être utilisé comme un outil taxonomique. Bien entendu, ce sera toujours en combinaison avec des caractères phénotypiques. Certains, d'ailleurs, des taxonomistes ont écrit des articles en disant il est temps d'utiliser les séquences génomiques dans la taxonomie, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'agrément sur quelle méthode utiliser ou quels critères utiliser. Certains ont proposé même qu'il y ait une annotation automatique et une nomination automatique des nouvelles espèces dont les génomes auraient les caractéristiques pour être des nouvelles espèces. En tout cas, les méthodes d'analyse génétique des génomes doivent être améliorées. Et il y a encore du travail parce qu'on estime que le monde bactérien, c'est 10 puissance 5 à 10 puissance 6 espèces bactériennes.
Et vous rappelez les chiffres, on est à 12 000. Donc il y a encore du boulot. Les questions qui restent, donc il manque des génomes pour certaines lignées bactériennes, ou certaines souches types, parce que, bien entendu, à ce jour, les génomes qui ont été le plus étudiés, c'est ceux qui avaient un intérêt humain ou un intérêt biotechnologique, mais en particulier, donc c'est montré par les mini-génomes de Escherichia coli. Et également, ce qu'il faut déterminer, c'est quelle est la qualité de séquençage minimal. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, on va passer. Ça aussi. Les perspectives. Est-ce que la génomique est prête à être utilisée en routine dans le laboratoire? Moi, je le crois. Je le crois. En tout cas, nous, on a essayé de mettre en place. Il faut qu'on améliore un peu le rendement et le côté pratique, parce que pour l'instant, on harcèle un peu Caroline pour qu'elle nous donne des résultats, mais en fait, sans forcément lui donner les bonnes informations ou la bonne qualité d'ADN. Mais je crois qu'on n'est pas loin d'y arriver. En tout cas pour le séquençage en temps réel des souches inhabituelles. Le séquençage single cell certainement va nous apporter quelque chose. Pour l'instant c'est un peu balbutiant, mais probablement on va bénéficier de cette technologie. Clairement, ce qu'il faut, c'est améliorer les outils bioinformatiques. On y travaille dans le laboratoire en collaboration avec Julien Paganini et la société Xegen, qui a mis en place un pipeline d'annotation et d'assemblage standardisé, ce qui fait que tous nos génomes passent par ce pipeline et sortent avec un format standard. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut que ce soit fait également dans les autres laboratoires qui font de la génomique. Et bien entendu, il faut que, pour que la génomique prenne un vrai rôle en routine, il faut que tous les laboratoires y aient accès, et pas seuls les laboratoires universitaires ou certains laboratoires privés importants. Voilà, donc je vous remercie, et je remercie les personnes qui ont travaillé avec nous sur la génomique, Fabrice Armandon, Caroline Gantailleur, Aurélia Caputo, Olivier Cross, Berry Lugon, Rally Del Carpouri, Jean-Christophe Laget, Julien Paganini et Catherine Robert. Alors, il nous reste 5 minutes pour quelques questions. Moi j'ai toujours des questions. Une question très rapide. Tu as fait allusion à des vitesses d'évolution du CSS qui pourraient être différentes. Qu'est-ce qu'il y a pour justifier ceci? Est-ce qu'il y a des évidences pour ça? Et est-ce que tu ne penses pas que le CSS, en fait, ce qui est son problème, c'est, je pense qu'il a sans doute des vitesses d'évolution qui est plutôt semblable à peu près partout, mais c'est simplement que c'est un marqueur du temps qui passe. C'est-à-dire le marqueur depuis le temps où le dernier événement génétique majeur est arrivé à une espèce, inclusion d'un morceau d'ADN, recombinaison pas très orthodoxe, etc. Et à ce moment-là, on a effectivement un génome qui change, et le CSS, finalement, va accompagner ça par le drift habituel, et c'est un marqueur du temps qui passe. Et peut-être que sur les résultats différents que tu observes sur différentes bactéries, simplement les événements du passé sont passés à des temps différents. C'est possible, c'est possible. Je crois quand même, si tu veux, on observe parfois des différences majeures quand même entre le CSS qui est par exemple extrêmement conservé et le reste ou des fragments du génome qui sont très variables, qui font dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce phénomène du temps qui passe, et que vraisemblablement dans certaines bactéries, alors certes c'est un reflet de l'ensemble du génome, mais certaines bactéries, il est possible que le CSS ait une modification, un taux de mutation qui soit plus élevé que parmi nous. Alors est-ce que c'est en réaction à l'environnement? Est-ce que c'est parce que ce sont des bactéries qui sont dans un environnement, par exemple le tube digestif, où il y a beaucoup d'interactions entre micro-organismes, alors que d'autres sont dans des environnements très très restreints, comme les Rickettsia par exemple? C'est possible, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui est multifactoriel. Au niveau des bactéries, par exemple dans le tube digestif, quand vous analysez les souches, est-ce que vous êtes obligé de faire des croissances, ou de les faire pousser à part, ou c'est directement, par exemple, à partir des TSS qu'on peut dire il y a un temps de souche, il y a tant de ci, il y a tant de ça ou... Alors la culturomique, l'étude culturomique qui a été faite dans le laboratoire, c'est de faire des milieux de culture
les plus diversifiées possibles. Alors parfois c'est assez rigolo, hein. Une culture à la banane pour les selles de singe par exemple. Et donc c'est des milieux de culture qui vont, pour certains, permettre la culture de toutes les microbactéries, tous les micro-organismes, toutes les bactéries. Et donc il va falloir piquer colonie par colonie et les identifier individuellement. Ou parfois ce sont des milieux de culture au contraire très sélectifs qui vont permettre d'isoler une seule colonie et de les caractériser individuellement. Mais on part de l'échantillon dans son ensemble, sans préjuger de ce qu'il y a à l'intérieur, sans essayer d'éliminer quoi que ce soit au départ, et on voit à la fin ce qu'on obtient. Et justement, une évolution de la métagénomique, ce ne serait pas de pouvoir directement, à partir d'un échantillon de sel, analyser directement ce que l'on a comme flore bactérienne, étant donné que la culture, on peut passer à côté de quelque chose avec la culture, peut-être qu'on en a une, deux, trois ou 10 qui ne sont dans aucun milieu combiné. C'est vrai ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai. Avec la culture, on passe à côté d'un certain nombre de choses, avec la métagénomique, on passe à côté d'autres choses. Donc je dirais que les deux outils sont complémentaires, ne s'opposent pas, mais sont parfaitement complémentaires, et que certainement par la culture, on va louper des choses, parce que certaines bactéries n'auront pas les conditions idéales de culture qu'on peut leur proposer, mais la métagénomique identifiera que ce qui est majoritaire, par exemple, et on sait que les micro-organismes minoritaires sont loupés par les métagénomiques. Donc ce sont des méthodes d'identification complémentaires. Et mon réponse, c'est vrai que si on arrive à faire vraiment du single cell séquencing, c'est-à-dire si on arrive vraiment à séquencer, une copie de génome d'un individu micro-organisme, et non pas ce qu'on fait actuellement, qui est, on commence à s'en rendre compte, y compris dans le laboratoire ici, depuis quelques semaines, quelques mois, qui est actuellement une moyenne, en réalité, une moyenne de, je ne sais pas combien, d'ailleurs, de X milliers de copies de génome, parce qu'en réalité, on parle d'une culture qui est le même qu'une colonie, c'est tout de suite entre 100 000 et 1 million d'individus. Donc en réalité, c'est une moyenne qui est faite sur quelque chose comme ça, qui est sur 100 000 ou 1 million d'individus. Et donc, avec bien entendu une vision moyenne, une vision qui ignore peut-être un petit peu des variants génomiques. C'est vrai que si on veut faire ça, il ne faut pas couper ça. On peut dégrader, on peut faire la science. Il existe par ailleurs des moyens en réalité maintenant de séparer les unes des autres des individus bactériens dans un environnement complexe. Moi, jusqu'à un certain point, on peut l'imaginer, pourquoi pas, marier les protéines sur une telle sortie des bactéries et ensuite derrière. C'est vrai que si on fait ça, on aura sans doute à nouveau un niveau d'information différent pour ça. Allez, encore une question. Je sens que Bernard, Eric. Allez, encore deux questions, puis après on s'arrête parce qu'on va libérer ensuite de toute façon. Alors, Eric. C'est juste une remarque. On regarde 70% de l'identité de génome qui est sur la même espèce de bactérie. C'est intéressant aussi de voir cette notion d'espèce relativement, si on souhaite, on va dire, au niveau de l'homme. Ça veut dire aussi qu'est-ce qu'on considère comme commun, on va dire, chez les bactéries. Nous, on serait comparable à la même espèce que certains animaux assez éloignés au final. Donc, on a quand même une diversité. Tout à fait. Mais en fait, si tu veux, l'idée de départ, c'est là, ils ont tout est biaisé dans cette histoire d'hybridation ADN. Au départ, ça a été mis au point sur les entérobactéries. Uniquement les entérobactéries. Et ils ont décidé à partir des entérobactéries que c'était applicable à tout. Non. Non, déjà parmi les bactéries, ça ne marche pas bien. Hey, last one for you. My question is, Speak loudly, please. most of the bacteria, the new bacteria that have been described in 6 journals that isolated in, they have the same procedure for description and everything. So my question is, those procedures, are they the one formulated by 6 journals, or they are the one formulated here in the lab? Both. The 6th journal imposes some procedures that you don't have the choice. You have a minimum standard that needs to be done. But we decided that was not enough. So we added to the minimum our own procedures. The adjust parameter, the Malditov, and a few others. But you're right, the standard of the 6 papers is very formatted. It is always the same.
but we added a few extras to what was required. Standard génomique. Merci beaucoup.